Chers élèves, je m'appelle Monsieur Saliou Ndiaye. Je suis professeur d'histoire et de géographie au CEM de Kër Gou Mag. Je reviens aujourd'hui vous présenter la 16e leçon du programme d'histoire dans le chapitre, donc dans la partie conflit et révolution au XXe siècle, la 16e leçon qui s'intitule Les relations Est-Ouest de 1945 aux années 90. Cette leçon, simplement donc, est une leçon qui vient après la leçon sur la Deuxième Guerre mondiale. Comme vous le savez déjà, entre 1939 et 1945, le monde a été plongé pour la deuxième fois dans un conflit à dimension universelle, avec des conséquences désastreuses pour toute l'humanité, qui installe alors un climat de terreur où s'est révélée toute la barbarie humaine. À partir de là, désormais, le monde devrait changer de visage pour que jamais plus le monde tombe encore dans un nouvel conflit qui pourrait être même synonyme de destruction totale du monde. C'est pourquoi, au sortir de cette guerre qui opposait deux camps, le camp de la démocratie, si l'on peut dire, avec les puissances alliées, ces puissances composées donc des principales puissances comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme la France, comme la Russie, qui s'opposaient aux camps totalitaires, tels que le Japon, n'est-ce pas, principalement aussi l'Allemagne et l'Italie, n'est-ce pas, l'axe que l'on appelle simplement donc les puissances de l'axe. Mais, comme vous le savez, au terme de la guerre en 1945, au terme de cette guerre, ce sont les puissances alliées. Les puissances alliées, donc, notamment le camp des États-Unis, n'est-ce pas, de l'URSS, n'est-ce pas, de la France, de la Grande-Bretagne, etc., ce sont ces puissances qui sortent victorieuses de la guerre. Alors, ces puissances tentent ensemble de réorganiser le monde, de réorganiser ensemble le monde. Mais, dans cette tentative de réorganisation, où ils vont se rencontrer dans plusieurs conférences, comme la conférence de Yalta, n'est-ce pas? Donc, dans le Crimée, des oppositions ont commencé à naître. Des oppositions surtout idéologiques et politiques entre surtout les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, qui commencent à faire apparaître des oppositions. Et ces oppositions, malheureusement, vont finir par aboutir à une bipolarisation du monde, qui se traduit par le fait que chaque superpuissance, conscient de la rupture qui allait exister entre eux, va essayer d'organiser un bloc. Et apparaît alors deux blocs. Ces deux blocs, déjà qui apparaissent nettement dans les relations internationales, vont alors conduire au déclenchement de ce que l'on appelle la guerre, une guerre froide entre ces deux blocs, que l'on appelle le bloc de l'Est et le bloc qui s'oppose au bloc de l'Ouest, dans une guerre froide, dont l'issue, n'est-ce pas, donc, ne sera
vu que dans les années 1990. Cette guerre froide qui va désormais marquer les relations internationales n'allait se terminer, n'est-ce pas, que dans les années 90. C'est pourquoi, dans cette leçon, nous allons essayer ensemble d'atteindre des objectifs. Et l'objectif général, c'est que nous puissions comprendre la nature des relations internationales entre l'Est et l'Ouest de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 jusqu'aux années 90. Et pour comprendre cela, il faudrait d'abord que nous puissions expliquer la formation des blocs, que nous puissions identifier les différents conflits entre l'Est et l'Ouest qui entrent dans le cadre de la guerre froide. Que nous puissions aussi, n'est-ce pas, donc analyser dans cette période les moments d'équilibre, n'est-ce pas, de coexistence pacifique et de détente entre les deux blocs. Et connaître aussi simplement, donc, pouvoir aussi analyser la reprise de la guerre froide et n'est-ce pas, donc, et la fin de cette guerre froide. Et si nous comprenons tout cela, nous pourrions aisément pouvoir, n'est-ce pas, ensemble nous repérer dans les relations internationales entre l'Est et l'Ouest, n'est-ce pas, donc, de 1945 aux années 90. Et donc, ce qui nous permettra de prendre le résumé de l'introduction. Donc, vous pouvez prendre en introduction de la leçon, en 1945, les puissances alliées sortent victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale. Elles tentent ensemble de reconstruire le monde. Mais les oppositions entre les États-Unis et l'URSS débouchent sur une bipolarisation du monde. C'est alors la guerre froide entre l'Est et l'Ouest qui ne prendra fin que dans les années 90. Donc, en guise d'introduction, c'est ce que vous pouvez prendre comme résumé de la leçon. Ce qui nous permet d'aborder le grand 1, n'est-ce pas, donc, avec l'essor de la guerre froide. Hein? Oui, oui. Oui. Donc, avant d'éclater ce grand 1 en différentes parties, il est très important d'abord que nous puissions comprendre l'essor de la guerre froide, que nous puissions comprendre ensemble la notion de guerre froide. Car je comprends bien que les questions que vous vous posez aujourd'hui, c'est comment une guerre peut-elle être froide? Une guerre dans laquelle tonnent les bombes, une guerre dans laquelle où on a des explosions. Par conséquent, la guerre est normalement chaude. Une guerre est toujours chaude. Mais les guerres que l'on qualifie de chaudes aujourd'hui, c'est surtout la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Pour faire l'opposition. Parce que l'expression de guerre froide a été pour la première fois utilisée par un journaliste américain que l'on appelle Walter Lippmann. Et l'idée de, n'est-ce pas donc, Walter Lippmann, qui, n'est-ce pas donc, pour la première fois, en 1947,
dans le cadre des relations internationales, a parlé de guerre froide. Son idée, c'était de qualifier la situation, n'est-ce pas donc, internationale qui se caractérisait par une opposition entre les deux blocs, l'Est et l'Ouest. Une opposition, la situation d'opposition entre l'Est et l'Ouest, une opposition idéologique, politique et économique. Et au-delà donc de l'opposition idéologique, politique et économique qui caractérisait les relations internationales entre l'Est et l'Ouest, il voulait aussi faire ressortir l'ensemble des conflits qui apparaissaient, les conflits, n'est-ce pas, de moindre ou de grande intensité, qui se déroulaient surtout dans le tiers-monde, partout, mais précisément aussi dans le tiers-monde, partout. Parce que simplement, en Europe aussi, il y avait des conflits, en Asie, mais localisés surtout dans le tiers-monde. Et ces conflits simplement donc, où les deux superpuissances de l'époque, si on parle de superpuissance, il s'agit, n'est-ce pas, donc des États-Unis et de l'URSS, où les deux superpuissances étaient en conflit, mais par pays interposés. Donc cela veut dire que les deux superpuissances s'affrontaient, mais pas directement. Dans chaque territoire où il y a une adversité politique, idéologique, économique, ou bien une guerre, si les États-Unis souvent soutenaient une partie, l'autre partie impliquée dans le conflit était soutenue par l'URSS. Donc, les deux superpuissances se faisaient la guerre de façon indirecte. C'est ça la guerre froide. Même dans la vie de tous les jours, chers élèves, des fois vous faites la guerre froide, n'est-ce pas? Si vous disputez avec un camarade, souvent, n'est-ce pas donc, lorsqu'il est en opposition avec un autre, vous essayez de soutenir l'autre. Et par conséquent, vous faites des fois la guerre froide. C'est ça, très simple. C'est une guerre par pays interposé. C'est ça la guerre froide. C'est pourquoi on peut dire, comme souvent, n'est-ce pas, donc, les historiens ont l'habitude de le dire, comme vous l'avez dit, donc, la guerre froide est la fille de la guerre chaude, de 1945 à 1939, c'est-à-dire la deuxième guerre mondiale, parce que c'est les conséquences qui découlent directement de la deuxième guerre mondiale. Par conséquent, si on établit cette compréhension de la guerre froide, nous pourrons alors aborder le grand A. Et peut-être on peut prendre même un petit résumé en guise d'introduction de ce grand temps, n'est-ce pas donc? La guerre froide est une expression forgée en 1947 par le journaliste américain Walter Lippmann pour qualifier les tensions grandissantes entre les deux superpuissances. Au sens large, elle désigne, au-delà des rivalités politiques et économiques, l'ensemble des conflits de faible et moyenne intensité entre l'Est et l'Ouest par pays interposés. Maintenant, donc, nous allons voir d'abord la formation des blocs. La formation des blocs. La formation des blocs. Concernant la formation des blocs, en 1947, je pars d'ici, la rupture est consommée. Parce que, jusqu'en 1947,
les puissances, les deux superpuissances, ont essayé de maintenir, malgré les oppositions, un semblant d'unité. Mais les oppositions s'agrandissaient de plus en plus. Les oppositions ont commencé à apparaître entre Staline, Winston Churchill et Roosevelt à la conférence de Yalta, où les visions s'étaient opposées concernant le futur de l'Europe. L'URSS qui voulait maintenir sa prééminence, n'est-ce pas, dans les pays libérés de l'Est, n'est-ce pas, le camp, n'est-ce pas, donc, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, qui voulait, n'est-ce pas, donc, imposer des gouvernements démocratiques, implicitement faire reculer aussi l'emprise de l'Union soviétique dans le camp, n'est-ce pas, donc, dans la partie de l'Europe de l'Est. Et d'autres oppositions que l'on peut peut-être pas, n'est-ce pas, donc, tous énumérer ici, n'est-ce pas, qui apparaissent dès la conférence de Yalta. Mais malgré tout, ils ont pu ensemble cheminer quelque temps, qui a valu la création de l'ONU, à la conférence de San Francisco, cette unité, n'est-ce pas, qui a valu aussi le procès de Nuremberg, où on a jugé les criminels nazis, n'est-ce pas, et on a condamné beaucoup de criminels, et dans l'unité. Mais les oppositions sont telles qu'en 1947, la rupture est consommée entre l'Est et l'Ouest. Alors, la rupture étant consommée, chaque superpuissance se lance dans une politique d'alliance économique, politique et militaire pour regrouper le maximum de pays derrière son camp. Et avec la rupture donc, c'est la formation des blocs. Apparaît alors deux blocs, n'est-ce pas? Le bloc de l'Ouest, pro-Amérique, pro-US, pro-américain, n'est-ce pas? Donc, avec les États-Unis. Hein? Le bloc de pro-américain. Pro-américain, avec les États-Unis, n'est-ce pas? Le bloc de l'Est, pro-soviétique. Donc, avec l'URSS. Deux blocs se forment. Les États-Unis, n'est-ce pas, capitalistes, veulent un monde où l'idéologie capitaliste économiquement va dominer avec la démocratie parlementaire. Donc, ils se disent un bloc capitaliste et démocratique avec la démocratie libérale, n'est-ce pas? Et pour former ce bloc, les Américains proposent une alliance économique à tous ceux qui accepteraient de se lier derrière eux. L'Europe étant sortie complètement ravagée de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis proposent à travers un plan que l'on appelle le plan Marshall, une aide de 12 milliards de dollars pendant 4 ans, je pense. Et cette aide sera proposée à tous les pays qui accepteraient de se ranger derrière les États-Unis. Ce plan Marshall, n'est-ce pas, va permettre aux Américains de ranger derrière eux les pays de l'Europe de l'Ouest, notamment la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande, tous ces pays pro-américains profitent du plan Marshall, qui va déboucher sur la création d'une première organisation, l'Organisation économique de coopération européenne, l'OSCE, qui deviendra en 1961 l'OCDE. L'OCDE, avec l'élargissement même de cette organisation de coopération pour le développement économique, élargie au Canada, au Japon, n'est-ce pas, et à l'Australie. Donc, le bloc de l'Ouest forme une alliance économique
où ils s'entraident. Mais aussi, la situation étant précaire de paix, il faut aussi une alliance militaire. Alors, le bloc de l'Ouest se regroupe à travers l'OTAN en 1949, n'est-ce pas? Donc, l'OTAN est formée. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui devient alors l'alliance militaire, n'est-ce pas, donc du bloc de l'Ouest. N'est-ce pas? Le bloc de l'Est aussi ne va pas laisser, n'est-ce pas, se laisser faire et rester les bras croisés. En réponse au plan Marshall, le bloc de l'Est soviétique, qui se réclame un bloc communiste, le communisme étant l'étape ultime du socialisme, c'est-à-dire la formation d'une société sans classe. Le bloc de l'Est qui se réclame communiste, mais aussi démocratique. Mais, non pas démocratie libérale, mais démocratie, n'est-ce pas, populaire. Ce sont les démocraties populaires. Démocratie populaire. Donc, démocratie du peuple. C'est pourquoi dans ces pays, on a souvent, n'est-ce pas, donc l'idée est que le peuple ayant les mêmes intérêts, ils ne peuvent pas avoir d'opposition. Ils ont toujours tous les mêmes intérêts. Donc, l'intérêt est représenté et matérialisé par le Parti communiste. Contrairement aux démocraties libérales où on a un multipartisme. L'opposition, c'est ça. C'est que dans le multipartisme des démocraties libérales, chacun est libre de former ses partis politiques. Alors que dans la démocratie, dans la démocratie parlementaire, populaire, le peuple est uni et a les mêmes intérêts. La collectivisation des moyens de production, tous. Et donc, l'intérêt du peuple doit être géré par un seul parti, le parti commun à tout le peuple, le parti communiste. Donc, eux aussi, c'est des démocraties. N'est-ce pas? Par conséquent, ce bloc soviétique communiste de démocratie populaire regroupe, n'est-ce pas, les satellites de l'Union soviétique. Surtout de l'Europe les pays de l'Europe de l'Est, qui le plus souvent ont été libérés par les soviétiques lors de la guerre. En réponse au plan Marshall, n'est-ce pas? Donc, le bloc soviétique aussi crée son alliance économique à travers, n'est-ce pas, donc, le CAEM, que l'on connaît aussi sous le nom de Comecon. Mais en français, on parle de CAEM, le Conseil d'aide économique mutuelle, qui est formé pour apporter une assistance économique aux pays pro-soviétiques en réponse au plan Marshall. En réponse à l'alliance militaire de l'OTAN, qui est l'alliance militaire de l'Ouest, les pays de l'Est aussi mettent en place le pacte de Varsovie. Donc, au préalable même, ils avaient mis en place le Comintern, n'est-ce pas? Mais qui se concrétise en 1955 par, n'est-ce pas, donc, la signature du pacte de Varsovie en Pologne, n'est-ce pas, la capitale de la Pologne, qui est aussi l'alliance militaire du bloc de l'Est, n'est-ce pas, en réponse à l'OTAN qui est l'alliance militaire du bloc de l'Ouest. Alors les blocs s'étant formés, désormais il y a une nette séparation entre l'Est et l'Ouest. Comme on a l'habitude de le dire, désormais un rideau de fer s'est abattu entre l'Est et l'Ouest. C'est une expression imagée. S'il y a un rideau de fer qui s'est abattu, n'est-ce pas, entre l'Est et l'Ouest, il n'y a aucun contact. On ne peut pas donc aller au-delà d'un rideau de fer. Pour montrer donc la nette séparation, n'est-ce pas? Désormais donc séparés par un rideau de fer, les deux blocs engagent alors, n'est-ce pas, une véritable guerre d'influence à travers le monde qui se traduit par, n'est-ce pas, donc, de multiples conflits, n'est-ce pas, qui entrent dans le cadre de la guerre froide, ce que nous verrons dans le B, avec les conflits de la guerre froide. Donc, en A, en formation des blocs, vous pouvez prendre en grand A dans le résumé simplement donc.
Après la guerre, l'Europe est divisée en deux zones d'influence sous le contrôle des deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, après la conférence de Yalta. Après la conférence de Yalta, une courte période de coopération qui a permis la création de l'ONU, le procès de Nuremberg. Chacun se lance alors dans une politique d'alliance pour former un bloc d'influence en Europe. L'Ouest pro-américain, capitaliste, s'organise économiquement dès 1948 avec le plan Marshall dans l'OSCE, Organisation européenne de coopération économique, qui devient en 1961 l'OCDE, Organisation pour la coopération et le développement en Europe, élargie aux États-Unis, au Canada, au Japon et à l'Australie, alors que l'OTAN consacre la coopération militaire en 1949. L'Est pro-soviétique communiste s'organise économiquement en 1949 dans le CAEM ou Comecon, Conseil d'assistance économique mutuelle, alors qu'en 1955, le pacte de Varsovie sera le cadre de la coopération militaire. Désormais séparés par un rideau de fer, les deux blocs engagent alors une véritable guerre d'influence dans le monde qui se traduit par la multiplication des conflits.